Alors, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va s'intéresser à une catégorie du droit qu'on appelle le droit pénal. Alors, le droit pénal, ou bien ce qu'on appelle aussi communément le droit criminel, c'est exactement la même chose. C'est l'ensemble tout simplement de règles juridiques pourvues de peine. Ça veut dire quoi? C'est un ensemble de règles qui va définir une peine ou une sanction en contrepartie d'un acte ou d'une action qui est considérée au sens de la loi comme action malveillante. On peut l'appeler aussi le droit de l'infraction et celui de la réaction sociale qui est suscitée. Parce que généralement, la société réprouve ou désapprouve certaines actions. Donc, en contrepartie, il y a eu des lois qui sont là pour dire cette action est une action qui est désapprouvée. Donc, si vous la faites, vous allez risquer une sanction. Et la sanction, généralement, peut aller en graduation. Donc, on va voir par la suite que nous avons différents types de sanctions qui peuvent exister dans le droit pénal. Donc, l'objectif du droit pénal, c'est tout simplement d'essayer de protéger les valeurs essentielles d'une société et de mettre en place des sanctions à l'encontre des personnes, ou bien des organisations qui vont porter atteinte à ces règles sociales. Généralement, le droit pénal, on peut le diviser en trois parties. Alors, nous avons le droit pénal spécial. Nous avons ce qu'on appelle les procédures pénales. Et nous avons ce qu'on appelle le droit pénal général. Alors, quand on parle de droit pénal spécial, c'est la partie du droit qui va établir le catalogue des infractions. Vous allez le trouver sous la forme de ce qu'on appelle le code pénal. Vous le trouverez sur Internet. Alors, je vais vous mettre l'URL. Alors, généralement, on a un site de référence sur lequel on travaille. C'est le site qui contient l'ensemble des lois de la République algérienne. Alors, c'est ce qu'on appelle joradp.dz. Donc, c'est le site du journal officiel algérien sur lequel sont publiés l'ensemble des décrets, des lois publiées en Algérie. Donc, vous allez dans la rubrique code, et là, vous avez le code pénal que vous allez pouvoir télécharger au cas où ça vous intéresse. La deuxième branche du droit pénal, c'est ce qu'on appelle la procédure pénale. Et là, vous allez la trouver à ce niveau-là. Alors, code des procédures pénales. Alors, justice. Voilà, il est juste en dessous du code pénal. Alors, le code des procédures pénales est destiné à mettre en œuvre le droit pénal. Ça veut dire quoi? C'est lui qui va définir les règles applicables. Ça veut dire comment est-ce qu'on va juger une personne, quelles sont les juridictions, quelle est la procédure à suivre depuis le début de l'arrestation d'une personne jusqu'à sa mise en prison, comment doit se faire une perquisition, c'est quoi une perquisition. Donc toutes les procédures qui rentrent dans le domaine pénal et judiciaire sont déclinées dans le code des procédures pénales. Ensuite, nous avons le droit pénal général, c'est la troisième branche qu'on avait vue tout à l'heure. Donc, le droit pénal général, c'est tout simplement là qu'on va étudier les grandes catégories des infractions. Donc, généralement, qui est concerné, quelles sont les sanctions applicables. Donc là, c'est la partie étude. Donc, dans notre cours, on va s'intéresser tout simplement au droit pénal général et de manière plus particulière, on va s'intéresser aux infractions. Alors, si on parle des infractions, il faut savoir que les infractions, généralement, sont classifiées. Donc, l'infraction, elle est connue aussi par rapport à son ampleur qui va changer en fonction du temps et de l'espace, dans le sens où il y avait des actes qui auraient pu être banals ou ordinaires il y a 300 ans de ça, qui sont devenus des peines
qui sont désapprouvées par la société actuellement. C'est pour ça qu'on vous dit l'infraction peut changer dans son ampleur par rapport au temps. La même chose, elle peut changer par rapport à l'espace. Vous allez voir, par exemple, que certaines actions sont considérées comme des infractions en Algérie. Elles ne le sont pas aux États-Unis ou en Europe. On prend un exemple très simple. Ces dernières années, nous avons vu que beaucoup de pays ont légalisé la consommation de cannabis. Donc, dans ces pays-là, cette consommation n'est pas un acte illégal, donc ce n'est pas une infraction. En Algérie, vous avez une cigarette de cannabis, c'est la prison assurée. Alors, donc, comment on va définir cette notion d'infraction? Alors, qui est-ce qui a une idée sur comment on définit l'infraction? Ou bien qui peut me dire, pour vous, c'est quoi une infraction? Depuis tout à l'heure, je parle d'infraction. Qui peut me dire c'est quoi? Une violation de quoi? Alors, il y a quelqu'un qui dit violation. C'est un début de piste, mais violation de règles, d'accord? Ou bien un délit, violation d'une loi, d'accord. Vous n'êtes pas loin de la définition exacte. Effectivement, généralement, on parlera d'infraction. C'est toute action ou tout fait qui est contraire à l'ordre social. Donc, de manière générale, on parlera d'ordre social qui va exposer celui qui l'a commise, donc celui qui a commis cette infraction, à une peine ou à une mesure de sûreté. Là, vous voyez qu'on fait la différence entre la peine et la mesure de sûreté. Pourquoi? Alors, la peine, c'est clair que c'est une peine qui va être décidée par un juge pour vous mettre en prison. Maintenant, la mesure de sûreté, c'est quoi? Il faut savoir que des fois, le juge ne va pas décider directement de vous mettre en prison. Il y a d'autres, si vous voulez, sanctions qui sont appliquées. Par exemple, une des mesures de sûreté, c'est ce qu'on appelle la cure de désintoxication. Le juge peut décider que vous êtes condamné à aller faire une cure de désintoxication. Sinon, vous allez en prison. Donc là, c'est une peine de sûreté. Donc le but, c'est quoi? C'est de vous protéger vous-même et protéger les autres de vous. Alors, Ishar, j'ai dit soit la peine ou la mesure de sûreté. Alors, je vais l'écrire. L'infraction expose celui qui l'a commis à une peine, une mesure de sûreté. Alors, on peut avoir récemment, par exemple, en Algérie, on a rajouté ce qu'on appelle les travaux d'intérêt général. Ça veut dire si vous commettez une infraction, vous êtes condamné à faire des travaux d'intérêt général. Les travaux d'intérêt général, ça peut être, c'est en quelque sorte travailler gratuitement pour le compte de la population. Donc, généralement, ce qu'on fait, on va vous envoyer nettoyer les rues, on peut vous envoyer enseigner gratuitement. Donc, ça dépend des pays. Comment est-ce qu'on voit le travail d'intérêt général? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez commis une infraction, le juge ne juge à son avis. Ce n'est pas la peine de vous faire rentrer en prison parce que ce n'est pas quelque chose de très grave, mais quand même, ça reste quelque chose de répréhensible par la loi. Donc, il vous dit, vous avez le choix. Soit vous faites de la prison, soit vous travaillez gratuitement pour le compte de la société. Et c'est au juge de décider ce que vous allez faire comme travaux d'intérêt général. Donc, si on essaie de résumer les choses, donc l'infraction, c'est quoi? C'est tout simplement une action que vous avez faite qui est contraire aux règles générales, donc à l'ordre social, et qui est réprouvée par la loi, ou bien une omission prévue. Une omission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez obligation de faire quelque chose et que vous n'avez pas fait. Alors, si on revient vers le code pénal, donc l'article numéro 1 du code pénal, qu'est-ce qu'il vous dit? Il n'y a pas d'infraction, ni de peine, ni ou mesure de sûreté sans loi. Alors, l'article 1 est un article très, très important. Alors, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il n'y a pas un texte
qui spécifie que telle action est interdite, personne n'a le droit de vous mettre en prison. En résumé, si vous faites n'importe quelle action, même si elle est réprouvée, désapprouvée par la société, si elle est désapprouvée par tout le monde, si dans le code pénal ou bien dans aucune loi il n'est écrit que ceci est interdit et que vous risquez de la prison pour l'avoir fait, nul n'a le droit de vous mettre en prison. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, on va prendre deux exemples. Il y a quelques années, il y a eu des opérations de triche généralisées dans le bac. Alors, beaucoup de personnes ont triché dans le bac, c'est un travail organisé et tout. La police a intervenu, elle a arrêté des gens. Ces personnes-là sont passées devant le juge, devant le procureur, et ils ont été libérés immédiatement. Pourquoi? Parce que leur avocat a tout simplement dit: Monsieur le juge, quel est l'article qui vous autorise à mettre mes clients en prison pour avoir triché dans le bac, ou bien pour avoir aidé des gens à tricher dans le bac? Le juge avait ajourné l'audience, le temps de chercher. Par la suite, il n'y avait pas de loi, ces gens-là ont été libérés. La même année, le ministère de l'Éducation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté des articles dans le code pénal et dans la loi pour incriminer le fait de tricher dans le bac. Oui, ils ont mis des peines de prison pour l'étudiant qui triche et des peines de prison pour les gens accusés de complicité. Ce qui a fait que l'année d'après, il y a des gens qui ont triché en masse dans le bac. Lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont écopé de peines de prison en plus de l'interdiction de passer le bac pendant un certain nombre d'années. Ça, c'est un exemple qui démontre comment des gens ont commis des actes, si vous voulez, qui ne sont pas approuvés par la société et qui, dans la justice, n'a rien pu faire contre eux. L'État a, en quelque sorte, s'est rattrapé ou bien ils ont réfléchi. Bon, c'est rare que ça leur arrive, mais bon. Ils ont réfléchi, ils ont sorti un texte de loi qui a incriminé ce fait. Donc, quand l'action a été refaite, les gens sont partis en prison. Maintenant, si je prends un autre exemple, vous avez souvent entendu parler, lors des mois de Ramadan, il croyait que les gens qui mangent publiquement lors du mois de Ramadan. Alors, là, c'est une action qui est désapprouvée par la majorité des Algériens. Parce que, soi-disant, ça énerve les ibad al-Saïmin, ça, c'est une action, on est musulman, on n'a pas le droit, etc. Souvent, vous entendez parler dans les journaux ou les infos, ben, la police a pris d'assaut un appartement ou un resto parce que les gens étaient en train de manger lentement devant le procureur. Nous avons eu affaire à deux types de juges. Il y a eu des cas où le juge a libéré les gens parce qu'il n'y a pas d'article. Il y a eu des cas où le juge a fait ce qu'on appelle un abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le juge a mis les gens en prison en qualifiant le crime d'autre chose, en leur disant par exemple atteinte au moral, atteinte au précepte de l'islam. Or, atteinte au précepte de l'islam n'est pas un article qui figure dans le code pénal. Donc, il a essayé de modifier l'acte, donc le crime, oui, il l'a considéré comme insulte à la population. Et là, il les a mis en prison, si vous voulez, il les a condamnés à la peine pour insulte. Parce que selon lui, manger devant des gens, c'est considéré comme une insulte. Et là, c'est considéré par beaucoup de juristes comme étant un abus de pouvoir et une déviation de la loi. L'État n'a pas essayé de, si vous voulez, mettre des articles clairs là-dessus pour une raison très simple. Est-ce qu'on peut mettre une loi pour dire lima yaftar fi Ramadan et al-habs? Plutôt li yaftar fi Ramadan et al-habs, selon vous. Alors là, je vous pose la question pour avoir vos avis. Ensuite, je vous dirai comment les choses, pourquoi ça n'a pas été fait. Alors, c'est mon pourquoi.
Alors, M. Mossleh a dit oui. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'État peut faire ça? D'accord. Nous sommes un pays musulman. Je suis d'accord avec vous. Alors, la question que je vous pose, d'abord, ensuite, je vous donnerai l'article de loi. Est-ce que vous pensez que les étrangers qui vont être en voyage en Algérie, ils sont obligés, ils sont non? Alors, si vous mettez un article de loi, même si c'est un étranger, pas publiquement. Publiquement, ça veut dire quoi? Alors, là, je vous pose une autre question. Ça veut dire que les restos, alors, que les restos, ils aiment c'est un étranger la journée, mais il cache une iftar. Je m'adresse toujours à Mossleh. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, comment ça marche, de manière générale. Alors, les restos, les kainen, le calife a fait un don, la police va faire une descente, il repose, il donne le habs. Et dans les hôtels 5 étoiles, les restos sont ouverts, hein, pour que vous le sachiez. Les gens, ils vont le thème normalement. La police على بالهم ما يهضرش معاهم. Le juge على بالهم ما يهضرش معاهم. Alors, de manière tacite, si vous voulez, sans que ce soit légal, l'État, comment il est en train de faire? Il est en train de se dire. Alors, l'État, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Attendez, on va arriver par la suite le pourquoi des choses. Monsieur. De manière non... Une seconde, je termine, ensuite vous allez parler. De manière non officielle, les restos qui se trouvent dans la rue, de bas de gamme et tout, doivent obligatoirement fermer. Parce que s'ils sont ouverts, ça va heurter la sensibilité du peuple. Par contre, les restos haut de gamme, les restos classés 5 étoiles et plus, que ce soit dans les hôtels ou bien ailleurs, peuvent ouvrir, mais sans que ce ne soit quelque chose de... sans publicité. Et les gens ont le droit de manger là-bas. Donc, en quelque sorte, ce qui est en train de se faire, c'est une justice à deux vitesses. Celui qui a les moyens peut aller manger dans un resto de luxe. Celui qui n'a pas les moyens, mais il passe publiquement. Mais, le cas d'un petit resto, les gens y acclofent, les gens iront en prison. Maintenant, pourquoi l'État a fait ça? Il faut savoir que dans la constitution algérienne, elle consacre ce qu'on appelle la liberté de culte. Ça veut dire, vous n'êtes pas obligé d'être musulman selon la constitution algérienne. Vous êtes libre d'être musulman, chrétien, sans athée ou autre. Ça, c'est un article de la Constitution. Donc, mettre dans la loi un article qui ira en prison, c'est un article anticonstitutionnel. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit dans le premier cours. La loi des lois, c'est quoi? C'est la Constitution. Donc, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la Constitution. Voilà pourquoi l'État n'a pas mis un article clair, obligé à l'exom, le monsieur obligé à l'exom. Maintenant, pourquoi l'État a pris le type de disposition? Tout simplement parce que les gens en Algérie, vous avez des gens qui sont de différentes mentalités. Il y a des gens, c'est déjà arrivé, et c'est un resto et c'est beau, par exemple, il y a des gens qui étaient malades, qui étaient diabétiques, qui ont été carrément, qui ont été agressés. Les malades et sous l'insuline, donc, pour éviter ce type d'incident, la police, qu'elle fait, publiquement, et tout, maintenant, ça dépend le juge. Il y a des juges qui vont te libérer par la suite, il y a des juges qui vont te condamner. Dans un resto de luxe, etc., peu de gens le font. Ça ne va pas heurter la sensibilité des gens. Donc, pas de problème. Monsieur. Oui. Vous parlez de constitution. La constitution algérienne déclare aussi l'islam comme religion d'État. Oui. Alors, il faut savoir faire la distinction.
dire que l'islam est religion d'État, ça veut dire que les lois sont inspirées de l'islam. Il y a aussi un autre article de la Constitution qui dit que chaque citoyen est libre de choisir la religion qu'il veut. Donc l'État, dans sa, comment dirais-je, dans ses lois, et si vous remarquez le code de la famille, la plupart des lois sont inspirées de l'islam, parce que l'islam est la religion de l'État. Mais elle ne dit pas que l'Algérie est un État islamique. Il faut savoir qu'il y a une différence entre je suis un État islamique et l'islam est la religion de l'État. C'est deux choses différentes. Maintenant, si vous prenez le cas d'autres pays, alors pour vous, c'est quel est le plus grand pays musulman en termes de population et de surface? Pakistan? Non, c'est pas le Pakistan. Alors l'Arabie Saoudite, ils sont minuscules. Hein. Vraiment, L'Égypte. Non, la Malaisie. Est-ce que vous connaissez la Malaisie? Alors, la Malaisie est le plus grand pays musulman en termes de développement technologique et en termes de population et de surface. Alors, il faut savoir qu'en Malaisie, ils ont réglé carrément le problème. Ils croyaient que l'islam est la religion de l'État, mais vous avez une liberté de culte. La liberté de culte, ça veut dire quoi? Tu peux être musulman ou non. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Sur votre carte d'identité, ils mettent musulman ou non musulman. Donc vous avez le choix. On vous dit, sur la carte, on vous met musulman ou non musulman. Pour les musulmans, il y a des lois applicables. Pour les non-musulmans, il y a d'autres lois applicables. Donc ils ont réglé le problème d'une manière très moderne. Je vous donne un exemple. En Malaisie, tu es passible d'une peine de prison. Mais ça dépend. S'il a un certain carte d'identité, c'est écrit musulman. Sur ta carte d'identité, c'est pas écrit musulman, c'est écrit non musulman. Monsieur, ça ne règle rien. Puisque Non, le souci, c'est que ça heurte les autres. Je vous rappelle Il ne une faut chose. tout simplement pas manger publiquement. Attendez, On a attendez. le droit, par exemple, on a le droit Attendez, de se attendez, coucher Nadeb. lorsqu'on est chez soi, mais on n'a pas le droit de faire ça dehors. C'est Où la est-ce même chose. où est-ce que vous avez lu que vous n'avez pas le droit de le faire? L'islam ne le dit pas. L'islam prêche la tolérance. Vous devez tolérer autrui. Je ne suis pas sûr. On peut tolérer que d'autres croient en autre chose, mais la loi qui est applicable, que ce soit aux musulmans ou aux autres, c'est la même. Ah bon? Depuis quand? Depuis quand l'islam oblige les autres à faire les jeûnes? Non, on ne les oblige pas à faire le jeûne, mais pas à manger en public. Ah bon? تلقى لي الصورة اللي تقول لك في رمضان اللي ماشي مسلم ما ياكلش en public. Il n'y a aucune preuve qui le dit en islam. Donc en Malaisie, ils ont eu la présence d'esprit de dire l'islam prend la tolérance. Dans ce cas-là, les lois islamiques sont applicables aux musulmans. Les مكتوب فيهم la carte d'identité musulman, les lois non islamiques sont appliquées aux autres. Et que même en matière d'héritage aussi. Quitte qu'on fait la carte d'identité dialecte musulman, ils appliquent les lois d'héritage selon les préceptes de l'islam. Tu n'es pas musulman, c'est d'autres lois qui sont applicables conformément aux lois qu'ils ont établies. C'est pour ça que je vous dis, dans tous les domaines, voilà comment ils ont réglé le problème. Ça reste beaucoup mieux que ce qui est fait en Algérie. Mais quand tu es dans un resto de luxe, tu accueilles normalement. Mais tu es dans une gargote, si tu accueilles un casse-croûte, il va te le habs. Parce qu'en Algérie, c'est la loi. Le plus riche, il fait ce qu'il veut. Le plus pauvre, applique l'islam au Bénin. Alors, ça c'était uniquement une parenthèse pour vous expliquer seulement que dans le code pénal, ce qui n'est pas écrit dans le code pénal comme infraction ne peut pas être sanctionné. Effectivement, en islam, il y a des péchés qui sont néfastes à la société, qui sont punissables, tels que le vol, comme l'a dit votre camarade. Il y a d'autres péchés pour lesquels c'est entre c'est pas quelqu'un d'autre. C'est comme un exemple. La prière. Ça ne peut pas exister. Par contre, il y a des excès en Arabie Saoudite. Mais par exemple, Salat al-Jumu'ah ou les heures de prière,
ما تصليش ils avaient, ils ne l'ont plus maintenant نحاوها, ils avaient ce qu'ils appellent سلطة الأدب, يجي لك يضربك بالمطعم أغلق ولا تاخذ الضرب. Maintenant ils le font plus. Alors, ça peut pas impliquer les autres problèmes. Alors, ça peut pas impliquer des autres problèmes parce que pour être musulman, c'est soit vous êtes de confession musulmane, donc on a sur votre carte d'identité, c'est écrit musulman. Si vous n'êtes pas musulman, vous voulez devenir musulman, devant un comité spécial, en Algérie, dans l'imam, tu déclares ton islam, tchahad, etc. Et par contre, chez eux, c'est un peu plus compliqué parce que tu auras un guide qui va te guider pendant une certaine période pour vérifier que réellement tu appliques bien l'islam chez des autres musulmans. Mais ils ont limité le nombre, dans le sens où durant ta vie, tu ne peux pas musulman, dans une semaine tu ne l'es plus, etc. Je ne connais pas le nombre exact, mais je pense qu'il y a un nombre limité pour lequel tu peux changer de confession. Ce n'est pas un jeu où il accepte tes besoins, tu changes à chaque fois. Alors, pour revenir vers notre cours, donc on avait dit qu'il n'y a pas d'infraction ni de peine ou mesure de sûreté sans qu'il y ait une loi claire qui le précise. Ce principe, pourquoi est-ce qu'il a été fait? Pour ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Les droits fondamentaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui de la liberté. Donc, d'un point de vue du droit, tout ce qui n'est pas expressément interdit est permis. Je reviens par rapport à ce qu'a dit Mohamed Ben Kwa, par rapport au fait que le non-musulman, on va dire qu'il est musulman, etc. Parmi les lois qu'ils ont, pour les musulmans, zakat obligatoire. Ce qu'on appelle la nisab chaque année, tu es obligé de payer. Donc, tu ne payes pas, tu pars en prison. Par contre, tu ne payes pas d'impôts parce que tu es musulman. Par contre, les non-musulmans, mais ils font zakat, ils font les impôts. Vous remarquerez que c'est quelque chose qui est très bien appliqué dans tous les domaines et dans tous les secteurs de la vie. Donc, le fait d'être, par exemple, non-musulman, ça ne veut pas dire que zakat, tu ne vas rien payer, tu vas les impôts. Alors, maintenant, selon le degré de gravité, les infractions peuvent être qualifiées soit de crime, soit de soit délit, ou bien contravention. Alors, commençons par le niveau le plus bas, la contravention. La contravention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une infraction matérielle, quelque chose que vous avez fait, qui est réprimée par une peine de simple police. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes même pas jugé pour ça. C'est un agent de police qui va constater la contravention et il va vous punir par un emprisonnement d'un jour minimum jusqu'à 2 mois au plus, et d'une amende qui ne dépasse pas les 2000 dinars. Donc, je répète, c'est prison de 1 jour jusqu'à 60 jours. Alors, la formule consacrée, c'est ou/et. Ça veut dire soit l'une des deux, ou bien les deux en même temps, ou bien d'une amende de 2000 dinars max. On prend comme exemple les infractions au code de la route. Quand vous allez faire une infraction au code de la route, c'est un simple agent de police qui doit avoir ce qu'on appelle la qualité d'OPJ, qui va constater l'infraction et qui va tout simplement vous donner
un PV sans passer par un tribunal. Maintenant, nous avons la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le délit. Alors, le délit, c'est quoi? C'est une infraction qui est d'une gravité intermédiaire. Donc, elle est entre la contravention et le crime. Donc, les peines principales dans ce cas-là, ça va être la prison de 2 ans, à 5 ans, et d'une amende dont le max égale 20 000 dinars. Maintenant, nous arrivons vers le crime. Alors, le crime, ça, c'est les infractions les plus graves. Là, les peines principales sont la mort, donc condamnation à mort, la réclusion à perpétuité, ce qu'on appelle la condamnée à vie, ou bien les peines allant de 5 ans jusqu'à 20 ans de prison. Alors, là, je vois que vous avez posé des questions. Alors, ça, c'est valable pour tous les domaines. Oui, c'est des peines de prison valables pour tous les domaines. Alors que ce soit le fait de parler de contravention, de délit ou bien de crime, c'est les infractions valables dans tous les domaines. Donc, c'est les 3 niveaux qui sont, si vous voulez, déclinés dans le code pénal. Maintenant, des fois, à titre exceptionnel, pour certains types de contraventions, ou des fois même pour certains types de délits, on peut donner des peines légèrement plus grandes. Mais ça doit être défini par un texte de loi. Maintenant, vous remarquerez que les infractions, selon leur type, condamnent les gens qui vont les commettre à des peines qui peuvent aller de la simple mise en demeure. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de crimes et de peines de sûreté. Ça peut aller au paiement d'une amende, donc le paiement d'une somme pécuniaire, jusqu'à la privation de liberté. Ça veut dire qu'il y a une atteinte sur ce qu'on appelle le droit de la personne. Donc le droit fondamental de liberté dont jouit chaque être humain. C'est pour cela que généralement on parlera d'éléments légaux. Pourquoi on parle d'éléments légaux nécessaires pour l'application des peines? Il faut savoir qu'il y a un principe qu'on appellera le principe de la légalité des délits et des peines. Ça veut dire quoi? Le premier principe vous dit la loi est la principale source de droit pénal. Ça veut dire que sans loi, aucun juge n'a le droit de vous condamner. Maintenant, c'est pour ça qu'il est dit, il n'y a pas d'infraction, ni de peine ou mesure de sûreté sans loi. Donc, cet article, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la source d'incrimination d'une personne, c'est principalement du ressort de la loi. Maintenant, les autres sources du droit sont exclues. Donc, tout ce qui est doctrine, coutume, charia ou autres ne sont pas pris en considération par le juge lorsqu'il va édicter des peines. Maintenant, il faut savoir que même si l'incrimination d'un fait et la sanction doivent être prévues par la loi, ceci n'empêchera pas de s'appuyer sur d'autres sources non écrites afin de limiter la responsabilité. Donc, la loi est utilisée uniquement pour définir la peine, mais la limitation de responsabilité, le juge peut s'appuyer sur, par exemple, la charia, la coutume ou la doctrine pour dire votre responsabilité, elle est de temps. Je vous donne un exemple. Un père, par exemple, qui est accusé de négligence,
même si dans la loi, on ne rentre pas dans le détail, c'est quoi la négligence, le juge peut s'appuyer sur la coutume pour dire tel acte est considéré comme négligence vis-à-vis de votre progéniture. Alors, le deuxième principe, nul ne peut être poursuivi pour des faits qui n'ont pas été expressément prévus par un texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'absence d'un texte qui va punir le comportement moralement, même si le comportement est condamnable et nuisible, la seule solution sera la relaxe et l'acquittement. Donc souvent, le législateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va intervenir par la suite pour mettre en place des textes. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un décret en Algérie qu'on appelle le décret 09-410. Le décret, il définit ce qu'on appelle les équipements sensibles. Donc les équipements sensibles, malheureusement, dans le collège. Les caméras, les logiciels de chiffrement, les ailes delta, les parapentes, les 4x4, enfin, c'est un fourre-tout. Supposons que maintenant, moi, je ramène un équipement sensible. Selon le décret, il est interdit de l'importer. Bon, il y a quelques années, il était interdit de l'importer. Par exemple, je ramène un drone. Les l'aéroport, les gendarmes en train d'utiliser mon drone sans autorisation, parce qu'ils ont mis des autorisations pour pouvoir le faire. Ils vont m'arrêter. Le décret presque dit. Il dit l'équipement sensible va être saisi. On va des gendarmes, mais il ne peut rien me faire. Même il dit devant le juge va chez Kholi. Tu as utilisé un équipement sensible. Oui. La loi prévoit la mise sous scellé de l'équipement peut-être qu'on a une autorisation. Et ça s'arrête là. Donc, il ne peut pas décider de son propre chef, tu as ramené un drone, maintenant, non. Par contre, si par exemple, j'ai utilisé ce drone pour aller filmer au-dessus d'une caserne, là, il peut me mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte très clair dans le code pénal, les collègues, toute photographie d'une installation militaire est considérée comme de l'espionnage. Et l'espionnage est puni par. Là, il pourra m'accuser d'espionnage et tout simplement me mettre en prison. Donc là, vous remarquez que le fait de l'utiliser pour un jardin public ou de l'utiliser au-dessus d'une caserne, c'est deux infractions complètement différentes. Pourquoi? Parce que dans la loi, dans le code pénal, il y a eu une spécificité. L'une a été spécifiée, l'autre ne l'a pas été. C'est pour ça qu'on vous dit aussi que le troisième principe, c'est la loi pénale et d'interprétation stricte. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire le principe de la légalité et notamment pour conséquence d'imposer une interprétation très restrictive de la loi pénale. Ça veut dire que la loi pénale doit être écrite d'une manière tellement claire que chacun va l'interpréter à sa manière. Donc, il n'y a pas une interprétation large de la loi pénale. Ça diffère du régime américain, par exemple. Aux États-Unis, vous savez que la loi ne définit pas les peines. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vous avez quelqu'un qui est condamné à 600 ans de prison pour un vol, alors que pour le même vol dans un autre État ou devant un autre juge, quelqu'un peut être condamné à 2 ans de prison. Le système juridique américain se base sur un autre principe. C'est le principe des jurys, où c'est des citoyens qui vont décider si vous êtes coupable ou non. Ensuite, sur la base de la décision de ces citoyens, le juge, en fonction de la gravité qu'il a jugée de votre crime, il va vous condamner à la peine que lui décide de vous condamner à cette peine. Il peut faire référence à ce qu'on appelle des cas de jurisprudence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu déjà un fait similaire sur lequel il vous a condamné, lui ou un autre juge. Donc, il peut vous condamner à une peine similaire. Mais s'il juge qu'il y a eu des circonstances aggravantes ou des circonstances atténuantes, il peut, par son propre chef, changer de peine.
C'est pour ça qu'on voit souvent, quand on parle de loi américaine, on vous dit que c'est une loi raciste. Pour le même crime. Quand vous êtes blanc, vous avez par exemple 4 ans de prison. Quand vous êtes noir, vous avez 25 ans de prison. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas un code pénal qui définit les sanctions. Chose qui n'existe pas dans les systèmes européens. Et comme nous, c'est du copier-coller à la français, donc... Maintenant, il faut savoir que, par contre, chez nous, le juge, supposons qu'il y a un article dans le code pénal qui vous dit toute personne qui va, par exemple, commettre un vol le jour, dont la valeur est inférieure à telle somme, est condamnée entre 6 mois à 12 mois de prison. Le juge ne pourra pas vous donner 2 mois de prison, comme il ne peut pas vous donner 13 mois de prison. Il ne peut même pas vous donner 12 mois et 1 jour. Le code pénal algérien vous dit que le juge ne peut vous donner une peine que dans l'intervalle qui est prévu par l'article du code pénal pour lequel vous avez été condamné. Donc, on laisse toujours cette latitude au juge entre 2 à 6 mois. Pourquoi? Tout simplement parce que le juge va apprécier. Est-ce que c'est votre première fois? Est-ce que vous êtes un récidiviste? Bon, le récidive, c'est autre chose. Le récidive, il y a d'autres articles qui vont en parler. Est-ce que vous êtes quelqu'un, par exemple, où vous avez commis le truc par erreur? Est-ce que vous l'avez fait de manière préméditée? Donc, il y a plusieurs critères qui vont rentrer dans l'appréciation du juge pour pouvoir décider si vous prenez la borne min, vous prenez la borne max, ou bien vous allez être condamné à quelque chose qui est au milieu. Maintenant, comment est-ce qu'on va appliquer cette loi pénale? Alors, il faut savoir que quand on parle d'application de loi... Alors, avant, est-ce que c'est clair pour les 3 principes? Monsieur Yagoubi. Oui, monsieur. Alors, est-ce que c'est clair pour vous les 3 principes? Oui. Ok, parfait. Alors, quand on parlera maintenant de la loi pénale, Monsieur, il faut savoir... Oui, le 3e principe, la loi pénale est d'interprétation stricte. Certaines, je ne sais pas, comme la haute trahison, c'est la peine de mort. oui. Pourquoi elle n'est pas applicable alors? Alors, En il faut Égypte. savoir que durant les années 80, on avait un certain président qui s'appelait Chadli. Oui. Alors, dans le cadre des relations bilatérales avec les Nations Unies et tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé un mémorandum de suspension de la peine de mort. Ça veut dire qu'on peut condamner les gens à la peine de mort, mais on ne va pas l'exécuter. Pourquoi est-ce qu'il a signé ce mémorandum? Parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de pays qui avaient décidé que appliquer la peine de mort sur quelqu'un, c'est quelque chose d'inhumain. Donc, beaucoup de pays ont suspendu la peine de mort. Par exemple, les Anglais, on n'exécute plus les gens, France, etc. Il y a eu une exception, puisque pendant un certain attentat dans un aéroport, il y a des gens qui ont été exécutés. Ils n'ont pas... Oui, bon, c'était un cas particulier. Donc, ce qui a été fait par la suite, il y a eu la signature de ce décret. Donc, lui, il devait annuler la peine de mort en Algérie. Mais comme il y avait une opposition interne, à l'époque, il y avait de l'opposition, M. Doka. Ce n'est pas comme maintenant. Donc, au niveau du Parlement, il y avait une opposition où les gens, on refuse de modifier la loi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un décret présidentiel. Oui, il a mis un mémorandum sur la suspension de la peine de mort en attendant qu'il y ait délibération et discussion. Alors, de ce fait, ce qu'il y a eu, donc les gens sont condamnés à mort, mais les peines ne sont pas exécutées. Maintenant, il y a eu 2 ou 3 exceptions depuis en 30 ans en Algérie où des gens ont été réellement exécutés. Mais sinon, toutes les personnes qui sont condamnées à mort sont toujours dans le couloir de la mort parce qu'il existe, incarcérés dans le couloir de la mort, et ils attendent qu'un jour l'État algérien décide soit de réappliquer les peines de mort, soit de les enlever carrément. Et s'ils les enlèvent, ils vont rester en prison à vie. Il y a eu même des gens qui étaient condamnés à mort, qui sont restés en prison. Maintenant, même pour les cas de terrorisme,
il y a des gens qui étaient condamnés pour terrorisme, pardon, et qui ont été condamnés à mort, mais qui sont restés en prison jusqu'à maintenant en prison. Effectivement, il y a certains États aux États-Unis qui appliquent toujours la peine de mort, notamment le Texas, entre autres. Il y a d'autres pays à travers le monde qui l'appliquent toujours, hein, notamment la Chine, l'Arabie Saoudite, la Russie, où la peine de mort est toujours l'Iran, où la peine de mort est toujours de rigueur. Mais bon, peine de mort, pas peine de mort, c'est tout un débat sociétal qui doit s'opérer dans chaque pays, où le pays va décider est-ce qu'ils sont pour la peine de mort ou contre la peine de mort. Pardon? Qui décide dans le pays? C'est le président de la République. Alors, dans un pays, ça dépend, chaque pays, comment il a procédé. En Algérie, ça peut être le président qui va le faire via une loi, mais pour que ce soit adopté, la loi doit être votée par les députés, ensuite elle doit être votée par le Sénat. Il y a d'autres pays qui ont soumis ça carrément à un vote populaire. Un référendum, où ils disent aux gens, est-ce que vous êtes pour la peine de mort ou contre la peine de mort? Et c'est en fonction de ce vote que les gens vont décider on est pour ou on est contre. Donc tout dépend, chaque pays, comment est-ce qu'il décide de trancher. La loi existe. Je veux dire, qui peut décider de l'appliquer ou pas? Non. La suspension de l'application a été faite par un décret présidentiel. Donc c'était le président qui a décidé de suspendre l'application. Maintenant, reprendre l'application, ça dépend aussi du président. Mais le fait de l'enlever définitivement, ça ne dépend pas uniquement du président. C'est justement, à l'époque, le président, pourquoi il a décidé de la suspendre? Parce qu'il n'avait pas la prérogative de décider d'arrêter la peine de mort, définitivement. Donc, il a décidé de la suspendre. Ça veut dire le président actuel, ce qu'il peut faire. Soit il annule la suspension, parce que comme ça a été fait par décret présidentiel, ça va s'annuler par décret présidentiel, soit il décide de l'enlever complètement. S'il va enlever complètement la peine de mort en Algérie, il doit sortir une loi. Et vous vous rappelez le processus des lois, comment il se fait? On en a parlé lors du premier cours. Donc ça doit passer par l'APN, ensuite par le Sénat. Donc c'est tout un processus où tout le monde doit voter. Ou bien, s'il ne veut pas le faire par loi, ce qu'il peut faire pour l'enlever définitivement, il peut la soumettre à la volonté du peuple. Donc, un vote par le peuple. Si le peuple dit oui, on reprend la peine de mort. Si le peuple dit non, on enlève définitivement la peine de mort. Voilà les trois issues possibles. Donc, soit annuler la suspension, donc la reprise, soit le faire par une loi pour l'annuler, soit la soumettre à la volonté du peuple, et là, ça peut être un oui ou ça peut être un non. Soit il va faire comme les présidents Nigel Zokoblo, il ne va pas s'intéresser à la question, il l'a suspendu ou je mets que ça chasse au bzaf. Parce que dites-vous, si on va s'intéresser à ce problème, ça va être un débat sociétal très profond. Parce que vous allez avoir les gens qui vont vous dire on va appliquer l'islam, donc il faut appliquer la peine de mort, etc., ou l'azim, etc. Vous allez avoir d'autres qui disent non, par humanité, on ne va pas le faire, ça ne se fait pas et tout. Vous allez avoir une autre branche qui va vous dire mais qu'est-ce qui nous garantit que la personne est réellement coupable? Parce qu'il y a eu beaucoup de cas aux États-Unis où la personne a été exécutée, ou 5 ans plus tard, il fait ah mince, finalement, il n'était pas coupable. Non? Oui, mais c'est rare. Il faut voir les statistiques. C'est rare qu'une personne soit condamnée à mort. Mais les défenseurs des droits de l'homme, c'est la catastrophe. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y aura tout un débat par la suite pour décider. Je pense que les présidents algériens, ils ne veulent, jusqu'à maintenant, les pouvoirs algériens ne veulent pas rentrer dans ce débat. Donc la question, ils l'ont mise de côté. De côté, ils ne veulent même pas s'intéresser à ça. Alors, on continue sur l'application de la loi pénale. Alors, il faut savoir, le premier point, c'est ce qu'on appelle l'application dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Attendez, je note ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'application de temps, dans le temps? Alors, le principe, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas une rétroactivité des lois pénales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si une loi pénale, on est le 8 novembre 2021, et que cette loi va dire telle chose est interdite. On ne peut pas me condamner
si j'ai fait de la chose le 7 novembre, on ne peut pas me condamner si je l'ai faite le 4 novembre. Rien ne l'interdisait avant. Donc, c'est seulement le fait de faire la chose, de commettre l'infraction après le 8 novembre qui va m'exposer à une condamnation. Pourquoi? Parce que tout simplement, on vous dit, nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est pas en vertu d'une loi. Et avant la date, il n'y avait pas de loi. Et je ne pouvais pas deviner que ça allait être interdit, je vous dis, dans le futur. C'est pour ça qu'on vous dit que dans l'application dans le temps, l'application des lois pénales ne peut jamais être rétroactive. Le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle l'exception. Alors, l'exception, ça veut dire quoi? Elle est applicable sur les lois pénales les plus douces. Qu'est-ce qu'on entend par les lois pénales les plus douces? Il faut savoir qu'il y a des lois qui vont supprimer une infraction ou bien diminuer le montant de la peine qui va s'appliquer non seulement aux faits commis avant l'entrée en vigueur et non encore jugés, mais également aux faits qui sont déjà jugés, mais dont la décision ne peut pas encore faire l'objet d'un recours. La règle veut dire quoi? La règle, généralement, elle suscite beaucoup de difficultés. Surtout qu'il n'est pas facile de déterminer si une loi pénale est ou n'est pas plus douce. Dans le sens où, imaginons que... Alors, il faut que je réfléchisse à un exemple. Des fois, vous allez avoir la même peine qui est punie par deux condamnations différentes. Vous avez par exemple dans le code pénal, bon, je vais prendre un exemple très simple. On vous dit par exemple, celui qui va utiliser un téléphone mobile, celui qui va vendre un téléphone mobile qui n'a pas d'agrément est puni par 6 mois de prison. Ensuite, vous avez une autre loi, une loi spécifique, par exemple la loi des télécoms, la 2005, qui va vous dire quiconque va commercialiser un appareil de télécommunication sans agrément est punissable d'une peine de 18 mois de prison. Alors, l'une parle d'un appareil de télécommunication, l'autre parle d'un téléphone. Or, le téléphone est compris dans l'appareil de télécommunication. Dans ce cas-là, le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il est clair que l'avocat condamne-le à 6 mois, le procureur collecte 18 mois, parce que le procureur prend toujours la peine la plus élevée. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le cas d'exception. Donc là, le juge, conformément au code pénal algérien, il va vous condamner à la peine la plus douce. Donc, il va vous condamner à la moindre peine. Et là, c'est un principe qui a été formalisé dans les lois algériennes. Parce qu'ils ont constaté que souvent, il y a des contradictions entre différents textes de loi. Donc, la même peine, la même infraction, vous pouvez avoir... Non, ce n'est plus à lui de choisir. Avant, c'était à lui de choisir, mais par la suite, ils ont changé le code pénal. Oui, on vous dit clairement, il y a un article qui le dit, si vous avez 2 peines pour la même infraction, vous devez être condamné à la peine la plus douce. C'est devenu un principe dans le droit algérien. Alors, il y a un autre principe par rapport à l'application de la loi pénale, c'est ce qu'on appelle l'application dans l'espace, par rapport au lieu géographique. Il faut savoir que maintenant, ce principe est mis en cause et il pose énormément de problèmes depuis l'avènement de la cybercriminalité. Pourquoi? Parce que dans la cybercriminalité, cette notion d'espace n'existe plus. Alors, on va d'abord présenter le principe d'application dans l'espace. Ensuite, on va discuter par rapport à la problématique posée par la cybercriminalité. Alors, il faut savoir que selon l'article 12 de la Constitution algérienne, on vous dit la souveraineté de l'État s'exerce où?
elle s'exerce sur son espace terrestre, donc sur la terre qui appartient à l'Algérie, sur l'espace aérien, ça veut dire, enfin, l'espace aérien, c'est clair, et sur les eaux territoriales. Ça veut dire l'autorité de l'État, elle est où? Sur terre, dans l'air et dans le Bahar qui appartient à l'État. C'est 70 miles conformément aux lois internationales. Et l'État exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui revient. Maintenant, l'article 3, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ça veut dire que la loi pénale algérienne, elle s'applique où? Elle peut appliquer ces infractions où? Uniquement sur le territoire de la République. Ça veut dire uniquement sur la terre algérienne, sur le ciel algérien et sur l'eau algérienne. Ça veut dire qu'elle n'est pas applicable si elle ne dépend pas de la juridiction de l'État. Maintenant, l'article 3 du Code pénal éclaircit les choses. Qu'est-ce qu'il vous dit? Là, le Code pénal est applicable à toute infraction commise sur le territoire de la République, donc ce qui est dit dans la Constitution. Elle s'applique aussi aux infractions commises à l'étranger lorsqu'elles relèvent des compétences des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du Code de procédure pénale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle une extension des limites territoriales, conformément aux procédures. Maintenant, la procédure dit quoi? Quand est-ce que le juge algérien a des prérogatives pour vous juger si vous avez commis un délit à l'étranger, lorsque celui qui a commis le délit est algérien? C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que vous êtes algérien, vous avez commis un vol à Nairobi, vous êtes rentré en Algérie, la personne éthiopienne que vous avez volée va déposer plainte contre vous, le juge ne peut pas lui dire « Ah, le crime a été commis à l'étranger, le tribunal éthiopien. » Non, le juge peut vous juger et vous condamner parce que vous êtes de nationalité algérienne. Maintenant, le problème avec le cyberespace, c'est quoi? Avec le cyberespace, on sait qu'il est transnational, c'est-à-dire qu'il va s'appliquer, qu'il applique plusieurs États. Donc, il est difficile pour le juge d'appliquer les dispositions du Code pénal dans le détail, parce que le crime que vous avez fait, vous l'avez fait où? Je prends un exemple. Benkoua, oui, il peut déposer plainte en Algérie comme elle peut déposer plainte. Alors, il y a deux cas de figure pour la citoyenne éthiopienne. Soit elle dépose plainte en Algérie, soit elle dépose plainte en Éthiopie. Le juge éthiopien va statuer sur l'affaire, mais il va dire, voilà, le citoyen il est algérien, je vais solliciter l'Algérie. Donc, il va envoyer une requête vers le ministère de la Justice algérien, qui lui va décider soit de le juger en Algérie, soit de l'extrader vers l'Éthiopie. L'extrader, ça veut dire il va toquer l'Éthiopie pour être jugé et emprisonné là-bas. Voilà. Monsieur, s'il n'y a pas d'accord d'extradition et que le juge qu'il ne veut pas le juger en Algérie? Alors, à vrai dire, ça ne dépend pas là du juge. Ça dépendra du ministère de la Justice qui va décider. Et s'il décide de ne pas le juger en Algérie, il n'y a pas d'accord d'extradition? Alors, il faut savoir qu'il n'a pas le droit de ne pas le juger en Algérie, selon les accords internationaux signés au niveau des Nations Unies. Alors, il faut savoir comment ça se passe généralement. Il faut savoir qu'il y a deux types d'accords qui sont signés dans ce domaine. Il y a ce qu'on appelle les accords multilatéraux, donc qui se font au niveau des Nations Unies, et il y a les accords bilatéraux qui se font avec les pays. Alors, l'accord multilatéral dit quoi? Que vous êtes obligé de le juger dans votre pays si la preuve a été apportée que c'est réellement lui qui a commis le crime. Maintenant, pour que la preuve doit être validée par un tribunal algérien. Donc, le ministère de la Justice reçoit les preuves, reçoit le dossier, et il va valider les preuves. Et souvent, les pays qui ne veulent pas juger la personne, qu'est-ce qu'ils vous disent? La preuve n'a pas été reconnue par notre tribunal. C'est un argument valable dans les accords multilatéraux. Maintenant, quand on ne veut pas reconnaître une preuve, on peut trouver mille et une excuses pour le faire. Prenez un exemple de l'Algérie, par exemple, qui veut extrader ou bien juger des personnes qui sont à l'étranger. La personne est toujours convoquée
Je prends un exemple très simple. Certains blogueurs qui sont à l'étranger, l'Algérie a fait des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Ils ont été convoqués par la justice du pays dans lequel ils sont. Ils ont été écoutés par le procureur de la République qui a évalué la plainte. Ensuite, le procureur va vous dire, au sens de la loi de mon pays, l'action faite par telle personne n'est pas condamnable. Parce qu'il faut savoir que dans les accords multilatéraux, si l'action, bon, je ne parle pas de vol, hein, on parlera d'autre chose. Supposons que la personne a commis un acte qui est répréhensible par la loi sud-africaine. Or, dans la loi algérienne, c'est quelque chose d'autorisé. Le tribunal algérien va lui dire non, chez nous, ce n'est pas un acte répréhensible, on ne va pas le juger, on ne va pas vous le donner. Maintenant, il y a les accords bilatéraux. Vous savez, c'est un accord signé entre pays A avec pays B. Dans ce cas-là, dans ces accords, ils vont définir dans quel cas le bateau comme. Est-ce que uniquement dans le cas où c'est une action qui est répréhensible dans les deux pays, ou là, est-ce que c'est le cas dans le cas où uniquement comme le bateau, etc. Donc là, c'est une négociation qui se fait entre deux pays, où les deux pays vont décider, mettre tout ça noir sur blanc dans une convention qui lie les deux pays. La convention, par exemple, que va signer l'Algérie avec la Tunisie peut être différente de la convention que l'Algérie va signer avec la Libye. Donc, avec chaque pays, on peut négocier différemment et on peut se mettre d'accord sur des choses différentes. Et il faut savoir qu'une convention bilatérale prend le dessus sur une convention multilatérale. Pourquoi? On signe dans l'ONU une convention qui a quelque chose, mais on a, par exemple, tel pays, il a autre chose qui est différent. Donc, ce qu'on s'est mis d'accord entre nous a plus de valeur que ce qu'on s'est mis d'accord, sur quoi on s'est mis d'accord dans un groupe global. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà 11h25. Donc, je vous libère. On se verra pour le prochain cours qui aura lieu jeudi pour introduction à la sécurité. Si vous n'avez pas de questions.